pas de... Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Agent du Kremlin. Je suis ravie de vous retrouver à côté de mon acolyte Jimmy. Bonjour Jimmy. Bonjour Sophia, bonjour tout le monde et bienvenue sur ce 5e épisode de votre rendez-vous hebdomadaire sur Divergence politique. Avant tout, je tiens, et Sophia aussi, à vous remercier pour vos retours, vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours un plaisir et nous y répondons toujours avec beaucoup d'attention. Et nous allons tout de suite entrer dans le cœur de l'actualité avec notre premier sujet et direction le Moyen-Orient. Alors, entre les tentatives présumées de perturber le processus de paix par des assassinats, les accusations réciproques de violation de cessez-le-feu, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, et les tensions persistantes autour du détroit d'Ormuz, la diplomatie semble avoir bien du mal à avancer et on pourrait même dire, au vu des derniers événements, qu'elle a même reculé. Comment la Russie analyse-t-elle la situation, Sophie ? Alors, la presse russe, notamment les éditions TASS ou RBK, ils sont largement revenus sur les négociations en direct qui ont eu le lien à Doha au Qatar. Et l'objectif était de rétablir des canaux de dialogue entre Washington et Téhéran. Et ces discussions, elles ont produit des résultats ? Les versions divergent. Selon les autorités iraniennes, un accord aurait permis de débloquer plusieurs milliards de dollars gelés à l'époque. Et puis, les États-Unis démentent cette version malgré tout. Donald Trump a dit que la rencontre était très positive. Ouais, et les discussions doivent se poursuivre ou devaient se poursuivre au vu des derniers événements. Oui, alors un nouveau cycle est prévu pour le 11 juillet à Islamabad, au Pakistan. Et les discussions porteront notamment sur le programme nucléaire iranien, la levée des sanctions et aussi la sécurité du détroit d'Ormuz. Oui, d'ailleurs, c'est un passage stratégique dont l'activité a fortement chuté depuis le début de toute cette histoire. Oui, en effet, avant le conflit, il y avait entre 120 et 130 navires civils qui passaient tous les jours et aujourd'hui, c'est entre 20 et 40 navires par jour. Les contacts entre Washington et Téhéran devraient reprendre après les cérémonies officielles organisées en Iran du 3 au 9 juillet en hommage à l'ayatollah Ali Khamenei. Et je rappelle qu'il a été tué en février lors d'une frappe ciblée menée conjointement par l'Israël et les États-Unis. Mhm. Et dans les milieux d'analyse russe, on estime aussi que chaque camp pourrait poursuivre sa propre stratégie. Et selon cette lecture, Téhéran considère que la Maison-Blanche veut éviter une reprise des hostilités à l'approche des élections américaines de l'automne. Bon, même si par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est plus certain. Et une nouvelle guerre ferait probablement grimper les prix de l'énergie et alimenterait le mécontentement des électeurs. Et l'Iran chercherait donc à tirer parti de cette situation pour pousser Washington à exercer davantage de pression sur Israël et obtenir un retrait des forces israéliennes au Liban. Mais, toujours selon cette analyse, Israël suivrait une logique différente. Oui, Israël tenterait de fragiliser le processus diplomatique. D'après des informations publiées par The New York Times et les déclarations du ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi, les services de renseignement israéliens auraient envisagé de cibler les négociateurs iraniens lors des consultations techniques. Et des responsables américains auraient averti Israël qu'une telle opération contre les diplomates fait voler en éclats les négociations et risquerait de relancer le conflit. Et pourtant, un cessez-le-feu avait déjà été conclu. Oui,
En effet, en jouant le mémorandum d'Islamabad conclu entre Washington et Téhéran prévoyait un cessez-le-feu non seulement dans le Golfe Persique, mais aussi sur le front libanais. Or, Israël refuse toutefois d'en appliquer les dispositions. Et les autorités israéliennes estiment pour leur part que l'Iran utilise les négociations pour gagner du temps et se sent renforcé après avoir résisté aux frappes conjointes israéliennes et américaines. Oui, et d'ailleurs, hein, le débat est également très présent en Israël. Oui, en effet, à l'approche des élections législatives, Benjamin Netanyahou présente sa ligne de fermeté comme la seule capable de protéger le pays contre la menace existentielle. Présent en Iran pour les funérailles d'Ali Khamenei, Dmitri Medvedev a de son côté déclaré que l'Iran était engagé dans un dialogue au moment des frappes et ne constituait pas du tout une menace. Selon lui, toute tentative d'éliminer des diplomates ou d'accroître la pression sur Téhéran ne ferait que compliquer le processus diplomatique qui est déjà très fragile. Ouais. Et la conclusion, hein, tirée par plusieurs analystes russes est particulièrement révélatrice. Oui, les médias publics russes estiment que le complot présumé contre Abbas Araghchi et Mohammad Bagher Ghalibaf met en évidence un profond désaccord entre Washington et Tel Aviv. Pour Moscou, cet épisode montrerait que les États-Unis perdent progressivement leur contrôle sur le principal allié au Moyen-Orient, qui est prêt à recourir même au sabotage pour empêcher la fin de la guerre. Et tout ça, hein, laisse une dernière question en suspens, hein. Certains en Israël n'auraient-ils pas intérêt à voir ce conflit se prolonger, hein? On verra ce que ça donne dans les prochains jours, hein, puisque là, les tensions sont remontées d'un coup hier. Mais affaire à suivre, hein. Et pour notre deuxième sujet, on va partir dans la direction de l'Allemagne. Alors le pays a surpris récemment en condamnant officiellement l'Ukraine dans l'affaire du sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Alors c'est un changement important, mais est-ce vraiment le début d'un tournant politique? Sophia, qu'est-ce qu'on en sait exactement? Alors, c'est pour la première fois que le parquet fédéral allemand est passé du stade de l'enquête à celui des poursuites judiciaires. Donc, comme l'édition Interfax rapporte, tout commence le 10 octobre 2022, lorsque le parquet fédéral ouvre une information judiciaire sur le sabotage des gazoducs Nord Stream. À l'époque, l'enquête vise des auteurs inconnus pour des faits d'explosion. Puis, en août 2024, l'Allemagne délivre un mandat d'arrêt contre l'un des principaux suspects et après son extradition depuis l'Italie, celui-ci est détenu en Allemagne depuis novembre 2025. Et aujourd'hui, l'affaire entre donc dans une nouvelle phase. Oui, en effet, le 30 juin 2026, le parquet fédéral transmet officiellement son acte d'accusation au tribunal régional de Hambourg. Et c'est la première fois que cette affaire entre dans une véritable procédure judiciaire. Et qui est visé par cette accusation? Il s'agit d'un ressortissant ukrainien, un ancien militaire désigné dans l'affaire sous le nom de Sergei K. Les enquêteurs le présentent comme le chef présumé du commando qui aurait saboté les gazoducs en septembre 2022. Oui, et d'ailleurs, hein, selon le parquet, hein, le groupe aurait utilisé le voilier Andromeda, loué en Allemagne à l'aide de faux documents, et les enquêteurs estiment que l'équipe aurait transporté des explosifs jusqu'au pipeline au large de l'île danoise de Bornholm, avant d'y installer les charges. Et certains médias évoquent également un élément particulièrement sensible dans l'acte d'accusation. Oui, plusieurs médias rapportent que le parquet allemand affirme que cette opération aurait été menée dans l'intérêt des structures étatiques ukrainiennes ou sur leur instruction.
Bon, évidemment, les autorités ukrainiennes rejettent toutes les accusations et Vladimir Zelensky a déclaré de ne pas disposer à ce stade de suffisamment d'informations pour en commenter. C'est pas étonnant. Et cette affaire pourrait-elle avoir des conséquences sur les relations entre Berlin et Kiev? Alors, c'est possible. L'Allemagne reste l'un des principaux soutiens militaires et financiers de l'Ukraine, mais cette procédure pourrait également renforcer les partis allemands qui réclament une réduction, voire un arrêt total des aides. Oui, enfin, ça semble logique, hein, puisque ça serait quand même un acte de guerre, hein, rien de moins. Et du côté russe, hein, cette évolution est évidemment suivie de près, hein, à Moscou. Le Kremlin estime que ces poursuites confirment la nécessité d'une enquête internationale complète et transparente. Les responsables russes rappellent, hein, d'ailleurs qu'ils ont toujours soutenu que les explosions relevaient d'un acte de sabotage et que les enquêtes occidentales n'avaient, selon eux, pas permis d'établir toute la vérité. De ce fait, Moscou demande d'ailleurs toujours à avoir accès au dossier. Oui, effectivement. Le ministre russe des Affaires étrangères renouvelle cette demande et affirme que ces requêtes restent sans réponse depuis plus de 4 ans. Du point de vue des autorités russes, cette évolution montre également que les premières hypothèses évoquées, qui auront évoqué une possible implication de la Russie dans le sabotage des gazoducs étaient non fondées. Et ils estiment que cet acte d'accusation marque une évolution notable de la position des enquêteurs allemands par rapport aux spéculations formulées au début de cette affaire. Oui, et la grande question reste donc politique. Cette évolution de l'enquête poussera-t-elle l'Allemagne, à revoir sa politique de soutien militaire à l'Ukraine? Pour l'instant, rien n'indique que le gouvernement allemand envisage un tel changement, hein. Toujours la même stratégie, la même politique jusqu'au boutiste. Et toujours, hein, en parlant de terrorisme ukrainien, celui-ci continuerait de s'exporter jusqu'à toucher désormais la principauté de Monaco. Que sait-on de cette affaire, Sofia? Et surtout, quelle est la réaction des autorités russes? Alors, l'affaire remonte au 29 juin et c'est chez Gazeta.ru que l'on peut lire que ce jour-là, une explosion survenue à Monaco blessait l'homme d'affaires ukrainien Vadim Yermolaev. Selon les enquêteurs, un agent explosif artisanal aurait été déclenché à distance. Et je crois qu'une suspecte a déjà été identifiée. La principale suspecte, une ressortissante ukrainienne de 39 ans, Anastasia Berezovskaya. Interpol a émis à son encontre une notice rouge afin de lancer une recherche internationale. Et les enquêteurs pensent qu'elle aurait agi seule? Les autorités monégasques jugent cette hypothèse peu probable. Compte tenu de la complexité de l'opération, les enquêteurs cherchent désormais à identifier d'éventuels complices ainsi que les commanditaires de l'attentat. À ce stade, le mobile n'a toutefois pas été officiellement établi. Et la cible de cette attaque, hein, elle a quand même un profil assez particulier. Oui, en effet, plusieurs médias rappellent que Vadim Yermolaev est originaire d'Ukraine. Il est ensuite devenu citoyen chypriote et il faisait aussi l'objet de sanctions ukrainiennes en raison de ses activités présumées en Crimée après le passage de la péninsule sous contrôle russe. Et du côté de Moscou, hein, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que Moscou n'excluait pas une piste ukrainienne et a appelé à attendre les conclusions de l'enquête. Mais les médias russes, eux, avancent déjà plusieurs hypothèses concernant le mobile. Oui, les médias publics russes et les médias proches du pouvoir évoquent plusieurs pistes. Selon une première version, l'attaque pourrait être liée à la volonté présumée de Vadim Yermolaev de prendre prochainement la parole devant le Parlement européen pour dénoncer la corruption en Ukraine.
D'autres commentateurs avancent l'hypothèse d'une implication des services spéciaux ukrainiens. Et enfin, certains observateurs évoquent également la possibilité du conflit d'ordre commercial ou criminel. Mais pour l'instant, hein, aucune de ces pistes n'est confirmée et l'enquête officielle se poursuit toujours à Monaco et devrait déterminer les circonstances précises de cette tentative d'assassinat, hein. Et avant de poursuivre, je vous invite à faire une courte page de pub. Et pour entamer cette deuxième partie d'émission, nous allons parler de censure, hein. Dans plusieurs pays européens, republier ou partager du contenu de la chaîne RT peut désormais entraîner des sanctions judiciaires, allant même jusqu'à la prison, hein. Et pendant ce temps, c'est cette même Europe qui accuse régulièrement la Russie d'être une dictature. On marche complètement sur la tête, hein. Comment cette décision a-t-elle été perçue du côté du Kremlin, Sophia ? Donc, les réactions en Russie ont été particulièrement virulentes. Les responsables politiques et les médias publics russes ont vivement réagi à la décision rendue le 2 juillet 2026 par la Cour de justice de l'Union européenne. Et que prévoit précisément cette décision ? Alors, elle autorise des poursuites pénales contre de simples particuliers pour avoir diffusé ou relayé des contenus de la chaîne Russia Today. Et selon Moscou, cette affaire illustrerait une dérive vers une censure généralisée et un nouveau recul de la liberté d'expression en Europe. Et un exemple est souvent cité par les médias russes, hein, d'ailleurs. En Allemagne, 3 personnes risquent jusqu'à 5 ans de prison pour avoir partagé des vidéos de RT. Le ministère russe des Affaires étrangères dénonce ce qu'il qualifie de dérive juridique, hein, c'est tout bonnement ça. Et selon lui, cette décision viserait à instaurer un climat de peur parmi les citoyens européens et à les dissuader de consulter des sources d'informations qui ne seraient pas approuvées par Bruxelles et sa bien-pensance, hein. Et les critiques russes, hein, portent également sur l'interprétation de certains termes juridiques. Notamment, l'édition commerçante souligne que les juridictions européennes interpréteraient désormais la notion d'opérateur de communication de manière extrêmement large. Cette qualification pourrait désormais concerner n'importe quel particulier, y compris lorsqu'il s'agit d'un site non commercial financé uniquement par les dons. Et certains commentateurs russes, hein, ont également réagi avec ironie à cette situation, à l'image du publiciste et bloqueur russe Dmitri Pouchkov. Il affirme qu'en Allemagne, il est aujourd'hui possible de publier une édition scientifique annotée de Mein Kampf, alors qu'un simple partage d'un reportage de RT pourrait conduire devant un tribunal administratif, hein, ou judiciaire. Oui, dans les émissions politiques diffusées sur les chaînes publiques russes, cette décision est présente comme le symbole de l'impuissance de la propagande occidentale. De nombreux commentateurs estiment que si l'Union européenne est amenée à modifier son cadre juridique et à pénaliser de simples partages de contenu pour limiter la diffusion d'une seule chaîne télévisée, alors cela démontrerait, selon eux, que le RT conserve une audience importante auprès d'une partie du public européen. Et ils considèrent également que la chaîne représente un véritable défi pour le discours officiel de Bruxelles. Et en conclusion, quelle lecture fait Moscou de toute cette affaire ? Alors, pour les médias d'État russes, cette décision est présentée comme la preuve que RT continue d'exercer une influence significative malgré les sanctions et les restrictions imposées par l'Union européenne. Donc, bon travail, bravo.
Mhm. Et d'ailleurs, hein, sur RT, il y a la directrice générale, hein, Simonian, qui a donné une interview très instructive et très intéressante à un journaliste suisse et elle a extrêmement bien défendu la chaîne et les intérêts russes. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la chercher, déjà, la trouver et la regarder. Et on va rester dans cette volonté de mettre des bâtons dans les rues de la Russie, hein, quel que soit le domaine, hein, et on va parler du domaine sportif. On a appris récemment que World Athletics maintenait l'interdiction aux athlètes russes de participer à ces compétitions. Une décision qui alimente les critiques sur un possible deux poids, deux mesures, hein, notamment en comparaison avec la situation de certains autres pays considérés en guerre, hein, comme Israël ou les États-Unis. Sophia, tu peux nous en dire plus sur toute cette histoire? Alors, World Athletics reste effectivement l'une des fédérations sportives internationales les plus fermes à l'égard de la Russie. Les athlètes russes demeurent totalement exclus de toutes les compétitions internationales et contrairement à d'autres disciplines, ils ne sont même pas autorisés à concourir sous le statut neutre. Ouais, et pourtant, hein, une possibilité de retour avait été évoquée lors d'une réunion de son conseil au début du mois de juillet. Hein. Un groupe de travail a présenté une feuille de route conditionnelle en vue d'un éventuel retour des athlètes russes. Mais cette proposition a finalement été rejetée, oh comme c'est bizarre, et les sanctions ont officiellement été maintenues. Quelle a donc été la justification avancée par World Athletics? Alors, son président, Sébastien Coe, a déclaré que ces restrictions resteront en vigueur tant qu'aucun progrès tangible ne serait constaté dans les négociations de paix. La fédération a donc choisi de ne pas suivre les recommandations formulées par le Comité international olympique en décembre 2025 qui préconisait un assouplissement des restrictions. Ouais, et il faut rappeler hein, que les sanctions contre l'athlétisme russe ne datent pas d'hier, mais elles sont en place depuis 2015, après le scandale de dopage. Mais la situation est aujourd'hui jugée paradoxale hein, par les responsables russes, pour la simple et bonne raison qu'en mars 2025, World Athletics avait officiellement levé toutes les sanctions liées au dopage contre la Fédération russe d'athlétisme et avait donc rétabli son adhésion. Pourtant, les athlètes restent exclus des compétitions internationales en raison des mesures prises dans le contexte géopolitique. Et malgré cette exclusion, hein, certains sportifs russes continuent quand même de réaliser des performances de premier plan. Oui, c'est notamment le cas de Paulina Knoroz, une perchiste, en juin 2026. Juste quelques jours avant la réunion du Conseil de World Athletics, la Fédération internationale a homologué son résultat comme euh, la meilleure performance mondiale de la saison estivale. Mais malgré ce statut de meilleure performeuse mondiale de l'année, elle reste privée de toute participation aux compétitions internationales. Mais Moscou hein, envisage une contre-attaque juridique. Oui, en effet, RBK notamment nous rapporte que le ministre russe des Sports, Mikhail Degtyaryov, a annoncé que la Russie préparait un recours devant le tribunal arbitral du sport à Lausanne afin de contester la décision de World Athletics de maintenir l'exclusion des athlètes russes. Affaire à suivre donc, hein, et on espère un retour, par exemple, des athlètes russes lors des prochains Jeux Olympiques ou même hein, de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en 2030. On l'espère, on verra. Et pour notre dernier sujet, nous allons parler d'un jeune homme en France qui est devenu la terreur du canal Saint-Martin dans la ville de Paris. Même si je pense que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler, sachez que cette histoire fait pas mal rire à l'étranger et notamment en Russie. Hein. Tu as un commentaire à faire sur cette histoire rocambolesque, Sophia?
Alors, sur cette affaire, les médias russes proposent peu d'analyses originales. Ils s'appuient principalement sur les enquêtes et reportages publiés par plusieurs éditions françaises, notamment Le Figaro, Marianne ou la chaîne CNews. Les médias russophones, comme par exemple news.am, mettent surtout en avant les profondes divisions que cette affaire aurait révélées au sein de la société française. Oui, avec notamment deux visions qui s'opposent complètement, comme souvent hein, là, avec la société de plus en plus fracturée. Et à droite, le député de l'Assemblée nationale, Julien Audoul, a qualifié Hamza Ladouane, hein, donc c'est le nom du jeune homme, de symbole de l'échec du vivre ensemble et de l'impunité de la délinquance de rue. Les responsables du courant politique, hein, dont fait partie Julien Audoul, réclament une véritable peine de prison, hein, malgré le jeune âge du garçon. Mais à gauche, par contre, l'interprétation est différente. Oui, à gauche, plusieurs journalistes de sensibilité progressiste, notamment au sein de l'émission Quotidien, adoptent une autre lecture. Ils estiment que l'affaire a pris une telle ampleur excessive en raison des origines maghrébines de l'adolescent. Et selon eux, il s'agissait au départ juste d'un enfant jouant avec un pistolet à eau, tandis que certaines réactions releveraient davantage de préjugés ou de discrimination. Oui, c'est souvent le cas, hein. Par exemple, Naël était un gentil garçon qui aidait les mamies à traverser, qui portait les courses, qui ouvrait les portes, mais il a conduit une Ferrari jaune et il a failli tuer des personnes. Mais bon. Et du coup, du côté des médias russes, hein, on nous propose également une comparaison avec leur propre système judiciaire. Que se serait-il passé en Russie dans une situation similaire? Alors, si un adolescent de 14 ans avait adopté un comportement comparable sur une promenade en Russie, en extorquant de l'argent, en poussant des passants dans l'eau ou en s'en prenant à des policiers, la réaction des autorités aurait été beaucoup plus rapide et sévère. En Russie, 14 ans, c'est déjà l'âge à partir duquel un mineur peut être pénalement responsable pour plusieurs infractions graves. Et concrètement, quelles auraient été les peines envisagées, les sanctions envisagées, pardon. Alors, l'extorsion d'argent, même pour une faible somme comme 2 euros, sous la menace de violence ou de dégradation, constitue une infraction pénale passible de 6 ans de prison maximum. Les agressions contre les passants et les troubles graves à l'ordre public pourraient également être qualifiés de hooliganisme et dans ce cas-là, la responsabilité pénale peut aller jusqu'à 5 ans de prison. Et concernant les violences des policiers, on rappelle que pour cette infraction, la responsabilité pénale n'est engagée qu'à partir de 16 ans, mais un mineur de 14 ans pourrait déjà être immédiatement placé dans un centre spécialisé pour mineurs délinquants pendant une durée de maximum 30 jours. Et les médias russes hein, soulignent également la responsabilité des parents. Oui, ils expliquent qu'en Russie, les parents peuvent être poursuivis pour manquement à leurs obligations éducatives et des déclarations minimisant les faits comme celles attribuées au père du jeune garçon pourraient être retenues contre eux. L'adolescent pourrait être inscrit sous la surveillance des commissions chargées des mineurs, tandis que la police et les services sociaux effectueraient des contrôles réguliers auprès de la famille. Et les victimes aussi, hein, elles pourraient également engager des démarches. Oui, alors les victimes pourraient saisir la justice afin d'obtenir le remboursement intégral des dommages matériels et même demander une indemnisation au titre de préjudice moral aux frais des parents. Ouais, moi en tout cas, hein, j'ai une solution simple mais efficace. Mais quand on voit que SOS Racisme s'est déjà saisi de l'affaire et encourage les parents d'Hamza à aller porter plainte pour racisme, hein, je pense que je vais plutôt faire profil bas.
Défendre les oppresseurs et harceler les oppressés, voilà un credo de plus en plus répandu et utilisé dans les sociétés de l'Union européenne. Et c'est déjà la fin de cette émission. Si elle vous a plu, que vous avez des remarques et que vous souhaitez nous en faire part, toujours dans le respect bien entendu, l'espace commentaire est à vous. Et bien entendu, je vous invite encore une fois à aimer et partager cette vidéo si elle vous a plu pour rendre zinzin l'algorithme YouTube. Sur ce, Sophia et moi, nous ne vous donnons pas rendez-vous la semaine prochaine puisque la chaîne prend quelques petites vacances. Nous vous retrouverons donc à la fin juillet pour un nouveau rapport des agents du Kremlin.